Alors, je ne suis pas seulement ingénieur ou CEO d'une entreprise, mais je suis aussi auteur. Ça, c'est mon tout premier livre, intitulé L'essor du BTP en RDC. Alors, ici, il s'agit d'une analyse et une proposition d'un mécanisme de développement des infrastructures dans ce pays. Puisqu'on ne doit pas être là seulement à critiquer, on a fait des observations, mais on doit aussi donner des pistes, des solutions. On doit proposer des pistes et des solutions pour mieux développer justement les secteurs du bâtiment au public. Un secteur que j'aime énormément. Je vous amène faire un tour dans la ville de Lubumbashi afin de mieux découvrir les secteurs du BTP et voir ces différentes réalités sur les équipements publics et autres. Wake up in the morning, what do I see? Dark clouds forming in the heavens over me. But I say hallelujah anyway, 'cause tomorrow's a brand new day. Tomorrow's a brand new day, and the sun don't shine down on me. Yeah. Bonjour à tous, je réponds au nom de Triska Tomb. Je suis ingénieur en bâtiment et travaux publics, CEO de P4 Solutions, le logo est là, qui est une entreprise de construction, de formation et des prestations intellectuelles. Alors aujourd'hui, je vous amène faire un tour dans la ville de Lubumbashi afin de mieux découvrir les secteurs du BTP et voir ces différentes réalités sur les équipements publics et autres. Déjà, on doit comprendre que le secteur du BTP, c'est un secteur très très vaste. Et c'est l'ensemble de toutes ces activités-là de conception, de construction, de rénovation, d'entretien, des bâtiments, des équipements publics, même la construction des infrastructures telles que les routes, les ponts, les barrages, les constructions d'adduction en eau potable. En vrai, c'est un secteur très très lucratif. Et j'estime que pour notre pays, c'est un secteur très très important pour le développement, voyez-vous. Et lorsqu'on essaie de voir la RDC, c'est un pays très béni par la grandeur, les dimensions. On nous traite d'un petit continent. Et on a la flore, on a la faune. En parlant de la flore, déjà, je vous assure que les 2/3 de la forêt du bassin du Congo se retrouve au pays. Et la forêt du bassin du Congo, c'est le premier poumon en parlant de fixation de carbone atmosphérique dans le monde. Et c'est la deuxième forêt dans le monde de par l'étendue après l'Amazonie. C'est-à-dire, c'est un pays solution à tout ce qu'on a comme réchauffement climatique, à tout ce qu'on a comme problème lié à la fixation de carbone. On a une faune qui attire le regard du monde entier, voyez-vous, avec tout ce qu'on a comme espèces animales. En tout cas, même par rapport aux autres richesses, on a de l'eau en abondance, on a notre sous-sol déjà qui est traité qui est qualifié de scandale géologique. Donc on est vraiment béni. Mais avec toutes ces richesses, lorsqu'on essaie de voir les secteurs du bâtiment et travaux publics, voyez-vous, c'est ces secteurs que j'estime comme un secteur moteur pour le développement du pays, on a un souci. Ce secteur n'est pas développé au prorata de tout ce qu'on a comme richesse, voyez-vous, en parlant de routes, des infrastructures routières, en parlant des équipements publics, des hôpitaux, des écoles, des monuments et tout ce qui peut constituer un patrimoine en parlant du secteur BTP. En tout cas, on n'est pas développé au prorata de nos richesses. Et du coup, l'idéal serait de voir comment mettre en place un système de développement des infrastructures dans le pays, puisque c'est que très souvent on évolue avec les secteurs miniers. À plus de 70% de notre, enfin, disons, 70% de l'économie du pays évolue grâce au secteur minier. Mais on doit comprendre que les minerais sont des ressources épuisables. C'est-à-dire, après exploitation, après excavation, exploitation et tout, on reste avec le trou. Et après épuisement de ces minerais, on reste avec quoi? En parlant des infrastructures. Rien de très très grave, rien de concret, rien de durable. Et si on doit diversifier l'économie du pays, déjà que les routes sont des supports économiques du pays, il faut voir comment diversifier l'économie du pays.
Et du coup, en tant qu'ingénieur BTP, moi, l'idéal, c'est de voir comment diversifier cette économie dans le secteur du bâtiment public, la construction de routes de qualité, des équipements publics, et voir comment avoir un plan d'aménagement urbain qui est fonction aussi de la démographie, qui est fonction de nos réalités. Puisque moi, j'ai vécu à une certaine époque à Kin, c'était de 2014 jusqu'en 2020. Ce que j'ai vécu à cette époque-là et Kinshasa d'aujourd'hui, je vous assure qu'il est devenu saturé, qu'il est devenu invivable avec la chaleur, avec les engorgements routiers, avec ouais, les inondations. On voit de l'eau partout. On sait que l'ennemi principal de la route, c'est de l'eau. On voit de l'eau partout. Et on n'aimerait pas que ce qui arrive à Kin aujourd'hui puisse se répercuter aussi à Lubumbashi 5 ans, 10 ans après. Puisque Kinshasa de 2014 et Kinshasa de 2026, c'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. Les réalités sont vraiment autres. Avant, les gens se déplaçaient des provinces vers la capitale, puisqu'on estime que c'est notre carte postale. Les gens quittaient les provinces pour aller vers Kin. Mais actuellement, c'est le contraire. Les gens préfèrent quitter la capitale pour se diriger vers les provinces, ou comme on disait avant, l'intérieur du pays, Bambokati, Baotimboka. Voyez-vous? Et si on ne fait pas attention dans les grands Katanga et dans les autres provinces aussi, on va tomber dans les mêmes cas que Kin. Saturation des routes. Si on ne fait pas attention avec nos canalisations, pas de drainage, déjà on dit que le mot entretien n'existe pas dans nos langues maternelles. C'est-à-dire on a le mot kutengenesha en swahili, c'est arrangé, mais on dit entretenir, ça n'existe pas, je ne sais pas si c'est vrai. Si vous connaissez le mot entretenir dans nos langues maternelles, vous allez peut-être me notifier dans les commentaires, puisque j'estime que ça n'existe pas. Alors, pour voir comment entretenir nos canalisations, ou construire même des routes avec canalisation, voyez-vous, le système de transport et circulation. On doit avoir un système de transport et circulation multimodal, c'est-à-dire cette connexion-là entre différents modes de transport. On a les transports routiers, on a les transports ferroviaires, on a les transports fluviales ou maritimes, ça dépend. Mais chez nous, on n'a pas de mer, donc on a les transports fluviales, les transports lacustres, on a les transports, voilà, les transports routiers. On doit avoir cette connexion, ce système de transport, comme on dit, de transport multimodal entre les différents modes de transport. Et voir comment implanter des équipements publics, des embouteillages. Les matins, c'est de ce côté-ci, lorsqu'on se dirige vers la ville, voyez-vous. En partant des terminus golf jusqu'à l'Ilac là-bas ou jusqu'à la petite fontaine, on a très souvent des engorgements routiers à droite de ce côté-ci. Puisque on a centralisé l'administration. Tout le monde se dirige vers le centre-ville. Les activités commerciales vers le centre-ville, l'administration vers le centre-ville. Et le soir, c'est un mouvement centripète en fait le matin. Et le soir, les gens quittent le centre-ville pour se diriger vers leur résidence, golf et autres. Et c'est le sens contraire. Et là, les embouteillages se retrouvent de l'autre côté, du côté de Caravia. C'est-à-dire, lorsqu'on centralise l'administration, on fait ça, c'est un mouvement orienté vers le centre. On va forcément créer des engorgements routiers, puisque à la base, la route du Golfe avait été conçue avec une petite capacité d'accueil. On a une augmentation énorme du nombre de véhicules, déjà qu'on ne sait peut-être pas très bien gérer. Et c'est ce qu'on subit les embouteillages. En 2019, il y a une étude faite par M. Al Kitenge. En tout cas, c'était à Expo Béton. Il disait qu'on perdait 1 850 000 dollars dans les embouteillages, c'est-à-dire des carburants brûlés. Et c'est là sans contrepartie, c'est-à-dire on perd de l'argent à cause des embouteillages. Ça pouvait aider dans beaucoup de choses. Oui. Et il y a des cas pareils. Lorsqu'on ne doit pas éviter ce qu'on appelle l'étalement urbain, construire dans les périphéries, on doit ouvrir la ville en vrai. On n'est pas toujours obligé de mettre tout au centre-ville. Si on doit déjà, par exemple, on met les équipements publics vers le golf, vers Tchamal, aller partout là-bas. Les gens ne seront pas contraints d'arriver en ville. Si j'ai une école au golf, Tchamal, j'ai un hôpital au golf, j'ai une église là-bas, j'ai un marché là-bas, qu'est-ce que je viendrais faire en ville?
Et si même mon travail se trouve au golfe, qu'est-ce que je viendrais faire en ville? C'est-à-dire, si on doit avoir ces extensions-là, on va déjà désengorger la ville. Voyez-vous? C'est déjà une solution par rapport au système de transport, au problème d'embouteillage. Et même des équipements publics qui n'ont pas d'espace de parking. On va peut-être faire ce constat avec vous dans la ville de Lubumbashi. Vous allez voir qu'il y a des équipements publics qui n'ont pas, qui n'ont pas assez d'espace de parking. Et ça, c'est un souci. Les gens sont parfois contraints de garer sur la chaussée ou sur les accotements. Et lorsqu'on gare sur la chaussée, on gare sur les accotements, on rétrécit l'espace de circulation pour les autres. On crée des embouteillages. Et donc, on a beaucoup de choses à revoir quand même en parlant de notre aménagement, surtout l'aménagement urbain, pour ne pas tomber dans un désordre urbain. Il y a des routes dans chaque année. On a toujours affaire on a toujours des nids de poules. Chaque année, chaque saison, en fait, pluvieuse, on a des nids de poules. Mais on se pose des questions sur la qualité de ces routes. Ou si pas la qualité de ces routes, on se dit, bon, si c'est une route qui est construite sans canalisation pour drainer les eaux, mais les eaux vont stagner sur la chaussée. Et comme je l'ai dit, l'ennemi principal de la route, c'est de l'eau. Vous voyez déjà, il y a des nids de poules partout là. On va évoluer, vous allez comprendre. L'ennemi principal de la route, c'est de l'eau. Et lorsque l'eau ne sait pas s'infiltrer, ne sait pas ruisseler, il n'y a pas de canalisation, l'eau va stagner sur la chaussée. Et on va créer des nids de poules. On va créer des différentes maladies routières, comme on dit. Et voilà. Normalement, il y a une distance requise pour implanter une station de service. Et il y a des normes, il y a une étude faite à l'époque, c'était en 2018, par l'université de l'Espagne, pour dire qu'il faut placer peut-être à minimum 50 mètres des maisons d'habitation et à 100 mètres des équipements tels que les écoles, les hôpitaux, puisque les gens ne doivent pas inhaler le carburant. Ce sont des produits, dans le carburant, il y a du benzène, c'est un produit cancérogène. Les gens ne doivent pas inhaler à chaque fois le carburant, ça va créer des cancers. Et on se dit, ben, c'est matin, un article d'abord à qui l'anjo belle ou tarotoga. C'est-à-dire, ce sont des petites choses comme ça qu'il faut déjà traiter. Jusqu'après, vous inhalez aujourd'hui, demain, après-demain, vous allez développer un cancer sans le savoir. Et c'est même ces petits problèmes qu'on essaie de déceler qu'il faut déjà savoir gérer. Parce qu'après une année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, il y a la démographie, il y a l'augmentation de la population, il y a le nombre de véhicules, une demande en déplacement, en transport, en déplacement qui devient énorme. Et voilà, on va tomber dans les mêmes cas de figure. Et après, on va pleurer vers les mains, tu sais. C'est aujourd'hui, lorsqu'on est sur un poste de responsabilité, j'estime que c'est aujourd'hui qu'il faut déjà prendre des décisions peut-être drastiques, draconiennes, pour plus ou moins trouver une solution. On dit souvent que la pilule peut être amère, mais du moins elle guérit. Elles ont la guérison, on trouve une solution. Vous voyez même sur cette avenue, regardez de l'eau à côté. De l'eau qui se tape à côté. Et vous? Et l'eau là, c'est les limites de la route. On a de structures un peu partout. Puisque là, c'est une entrée d'eau. Là. Mais c'est rempli de sable. C'est rempli de sable. On n'entretient pas. Et cette avenue aussi le soir, puisque les gens sont obligés d'aller vers le Carrefour, vers de l'eau. Les gens sont obligés d'aller vers le Carrefour, vers l'entrée de la ville. Et le soir ici aussi, c'est terrible. C'est terrible. Il y a beaucoup d'embouteillages. Alors, selon des montants, l'État congolais vraiment des syndiqués dans cette démarche-là de voir comment mettre en place un bon système d'entretien routier. Et voilà, de marteler vraiment sur ça. Peut-être nous mettre des publics partout là pour que les gens ne puissent pas non plus jeter des déchets plastiques dans, dans, dans les, dans les différentes canalisations, dans les caniveaux et voilà. Voilà cet endroit ici, c'est au croisement de l'I-30 juin et ça c'est Guilherme Balanda. Oui. Chaque année ici, on a toujours de l'eau. Chaque année. Je prends la droite pour faire comprendre. Chaque année ici, on a toujours de l'eau. Quand il pleut, c'est grave, c'est grave. Et l'eau ne sait pas très bien ruisseler.
Oui, oui. Et je vais montrer un endroit à côté de Maniema, où là, c'est encore chaque saison 12. Là, c'est chaque pluie. Là, c'est même pas chaque, c'est chaque pluie. Là, je sais. Et par exemple, à cet endroit aussi, l'eau ici ne s'est pas ruisselée. Ça stagne à gauche, à droite. Ça, partout là, il n'y a pas de canalisation. Et la pente n'est pas très forte. Nénéné. C'est pas de la route, c'est de l'eau. Regardez là. Vous voyez ça? On a de l'eau partout. Et on n'a pas de canalisation juste à côté. On n'a pas d'entrée d'eau. Vous, il y aura forcément de problèmes routiers là-bas. Partout là, là, là. Et lorsque je dois prendre la droite, la gauche, ça c'est l'avenue Maniema. Regardez là. On a essayé de faire notre petit rond-point avec nos roues ici. Vous voyez là. Ici, c'est chaque année qu'on a ce problème. Très compliqué. Et, oui. Et un autre souci, c'est par rapport à l'aménagement urbain. Le centre-ville, ça, c'est une ville résidentielle, ce côté-ci. Mais on l'a transformé en espace de vente des véhicules. On l'a transformé en parking. Voyez-vous? Ça, c'est vrai, on peut avoir des activités économiques. Mais c'est de voir l'emplacement. Ça, c'est un quartier résidentiel. Il faut voir, regardez là, là, là. Juste là. Un souci. Et on évolue partout là. Ça, c'est un quartier résidentiel. Et vous allez aussi observer qu'il y a beaucoup des équipements publics, beaucoup de bâtiments publics, sans parking, les écoles, les églises, les hôpitaux, on peut encore comprendre, les écoles, les églises, sans espace de parking, des salles de fête aussi. Puisqu'après, pour une salle de fête, en vrai, il faut une grande capacité aussi pour les parkings, hein. Je vais garder de haut bord. Alors, vous allez vous rappeler qu'au début de la vidéo, je vous ai dit que le Congo, c'est un pays très béni. Déjà là, nous sommes dans les jardins botaniques de Lumbashi. Vous pouvez observer par vous-même. On a une flore incroyable. Alors, je ne suis pas seulement ingénieur ou CEO d'une entreprise, mais je suis aussi auteur. Ça, c'est mon tout premier livre, intitulé L'essor du BTP en RDC. Alors, ici, il s'agit d'une analyse et une proposition d'un mécanisme de développement des infrastructures dans ce pays. Puisqu'on ne doit pas être là seulement à critiquer, on a fait des observations, mais on doit aussi donner des pistes, des solutions. On doit proposer des pistes, des solutions pour mieux développer justement le secteur du bâtiment de travaux publics, un secteur que j'aime énormément et qui est justement un secteur clé pour le développement du pays, à côté des autres secteurs tels que les secteurs miniers, les secteurs de l'agroalimentaire. Alors du coup, regardez, dans ce livre, on a proposé différentes pistes de solutions, c'est-à-dire des solutions à court terme, des solutions à moyen terme et des solutions à long terme. Et déjà, en parlant des solutions à court terme, on doit comprendre que l'idéal serait d'abord de construire des ouvrages de qualité, c'est-à-dire des constructions de qualité. En parlant de construction de qualité, on a la construction dans les normes, puisqu'on définit la qualité comme, on dit, l'ensemble des aptitudes intrinsèques à satisfaire aux exigences. C'est-à-dire, on doit construire des ouvrages qui répondent aux exigences, aux normes, et qui donnent aussi satisfaction. C'est-à-dire, c'est un ouvrage qui répond aux exigences et qui nous donne satisfaction. C'est ça, un ouvrage de qualité. Mais justement, la qualité a aussi ses référentiels ou ses composantes, telles que justement les normes, telles que les essais. Avant de construire un équipement public, un grand équipement public, on doit faire les essais sur ça. On doit construire dans les normes. Il y a la métrologie, c'est-à-dire on doit étalonner nos appareils. Justement, à propos de la métrologie, je disais qu'on doit étalonner nos ouvrages, enfin nos matériels, nos appareils. Vous allez constater, pour ceux qui sont constructeurs, on a parfois de mètres tirants qui ont différentes mesures. C'est-à-dire, vous achetez un mètre tirant chez Total ou dans une autre maison de fabrication.
et vous constatez qu'on a des différentes mesures lorsqu'on doit checker sur une certaine distance, voyez-vous. Donc, on doit standardiser, on doit avoir, et le service de métrologie doit vraiment s'assurer de ce côté-là dans les secteurs de la construction. On a justement la certification, on a l'accréditation dans ce domaine. Et pas seulement le côté PICAC ou bien les concepts de la qualité, mais on a même aussi les valeurs professionnelles pour ceux qui construisent. Puisque ceux qui construisent doivent être aussi professionnels, c'est-à-dire doivent être compétents. Et la compétence, ça aussi, c'est variante. On a le savoir, on a le savoir-être, on a le savoir-faire. Au-delà de ça, même le savoir-être, ce sont là les différentes composantes de la compétence. On a même le sens de l'éthique pour ceux qui construisent. Ils doivent avoir le sens de l'éthique. On a l'engagement social, puisqu'on s'engage à construire quelque chose dans la société. On a même la responsabilité, on est responsable de nos ouvrages. Alors là, c'est en parlant de la qualité et des valeurs professionnelles, mais on a aussi donné justement des pistes et solutions à court terme dans différents secteurs ou dans la manière de construire pour les bâtiments. Déjà, avec les services des GUPEC, on doit s'assurer sur l'octroi du permis de construire, c'est-à-dire on doit octroyer un permis de construire pour un équipement qui est conforme aux normes, c'est-à-dire on doit construire un équipement qui répond aux normes et faire justement le suivi, puisque après on doit donner un certificat de conformité. Vous allez vous rendre compte que la plupart des ouvrages, des bâtiments à Lubumbashi ou même partout en RDC, on n'a pas beaucoup de certificats de conformité, c'est-à-dire on n'a pas fait un suivi pour se rassurer que l'exécution est conforme au plan proposé. Alors même dans les cas de routes, les gens doivent commencer par faire les diagnostics de nos routes et voilà, afin de proposer des solutions s'il faut colmater les trous, s'il faut voilà, faire cet examen-là, cet examen routier, comment on parle justement du diagnostic et voir comment donner des solutions par rapport à ça. Je ne sais pas trop m'étaler puisque tout y est. Vous allez devoir juste vous en procurer et vous allez trouver des solutions. Même à court terme aussi, puisque parfois on confond le court terme et le long terme dans ce pays. Lorsqu'on donne une solution à court terme, on abandonne le reste, voyez-vous, qui soit pour nos histoires d'érosion, puisque après on a même des méthodes, je dirais, préventives pour lutter contre les érosions, telles que on peut planter des vétivers. Ce sont des plantes avec des racines qui peuvent mieux stabiliser nos terres et autres. On a même des solutions de génie civil, des solutions de construction pour la lutte contre les érosions. Et à court terme, on a donné des pistes de solutions comme ça, même pour les embouteillages, comme je le décrivais quand on venait, sur les routes qu'il faut augmenter, les routes qu'il faut construire et autres éléments. Et même à long terme aussi, puisque le développement doit tenir compte justement de la démographie, de nos conditions environnementales, de notre pays qui est déjà de la province, ou le Grand Katanga qui est aussi une zone minière. On a parlé aussi de la gestion des ressources, tout ce qu'on a comme ressources naturelles, et même de l'impact sur l'environnement, puisque tout projet de construction a toujours eu un impact sur l'environnement, un impact positif, un impact négatif. Et on doit justement voir comment gérer ces impacts-là. On a justement donné des solutions par rapport à ça. On a parlé de la valorisation de nos matériaux locaux et tropicaux, puisque lorsqu'on doit toujours importer les matériaux, les meubles et autres, le coût de la construction augmente, voyez-vous. Et si on doit valoriser nos matériaux, on doit valoriser nos histoires ici, on va réduire dès départ les services de douane, on va déjà réduire les prix de nos constructions. Alors, on a donné aussi un programme de travaux, comment on doit commencer à planifier nos travaux de construction, même des infrastructures et tout ce qui va avec. Et même les perspectives d'avenir, c'est-à-dire les équipements qu'il faut construire, que ce soit pour une bonne circulation dans le pays, puisqu'après, avec par exemple le service de l'ONAT, l'Observatoire National d'Aménagement du Territoire, on doit identifier les différentes zones, les différentes zones et voir comment affecter chaque zone à une certaine ou à un type de construction, c'est-à-dire on a des milieux, on a des zones marécageuses, on a des zones sablonneuses, et tout ce qui va avec. On doit voir comment à telle zone on peut construire tel type d'équipement, telle zone ou tel territoire, tel quartier, on doit affecter
tel type des équipements, voyez-vous, avec justement les services de l'Observatoire national d'aménagement du territoire, avec l'aménagement du territoire, l'Agence nationale d'aménagement du territoire. Tous ces services-là doivent travailler en connivence pour l'affectation du sol, l'emplacement des équipements publics, même lorsque justement on doit faire pas le zonage, mais avec les services de cadastre. On a donné aussi des brèves pistes et solutions pour des villes telles que la ville de Kinshasa, voir comment on peut résoudre les problèmes dans le secteur de la construction, la ville de Lubumbashi, la ville de Kolwezi, et même les villes enclavées, voyez-vous, ou les villes qui ne sont pas reliées à des grandes agglomérations. Vous savez qu'on a des denrées alimentaires qui pourrissent dans des agglomérations par manque de routes. C'est-à-dire, si on avait des routes de bonne qualité, on pouvait déjà acheminer ces denrées-là dans des grandes agglomérations et augmenter encore une fois l'économie dans les secteurs agroalimentaires, voyez-vous. Donc, toutes ces solutions-là sont proposées dans ce livre, L'essor du BTP en RDC, qui est justement une bonne analyse, une bonne proposition d'un mécanisme de développement des infrastructures en RDC. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de vous amener dans une journée de l'analyse du secteur de la construction dans la ville de Lubumbashi, ou même dans le pays. J'ai été accompagné par Maître Kemal. Maître Tegra, lui, c'est un éditeur par excellence. C'est même lui qui a édité le livre avec la maison d'édition Think, comme il dit lui-même, Think Library. En tout cas, on est ensemble, toutes les bonnes choses. N'oubliez pas d'acheter le livre.